Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la série sur la chronologie du Seigneur des Anneaux. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une période qui est bien peu connue des personnes parce qu'elle est très éloignée de la quête de l'anneau du Seigneur des Anneaux. Je vais bien sûr parler du Premier Âge. Tout d'abord, je souhaitais faire un petit aparté parce que sous la plume de Tolkien, le Premier Âge peut définir potentiellement autre chose que ce dont je vais parler dans cette vidéo. En effet, dans les livres, Tolkien inclut dans le Premier Âge également les années des lampes, mais aussi les années des arbres, et du coup la période dont je vais vous parler maintenant, et tout ça forme le Premier Âge. Cependant, les analystes de l'univers de Tolkien et autres personnes qui se sont penchées sur cet univers ont décidé d'isoler le Premier Âge par rapport aux années des arbres et aux années des lampes et d'en faire une période à part entière et de le faire commencer à partir de la naissance des hommes en Terre du Milieu et du premier lever de soleil. Bon, donc pour que les choses soient un petit peu plus claires en fait, je vais décider de me baser sur ces analyses-là parce que sinon c'est vraiment confus et c'est beaucoup trop long pour une vidéo et pour tout le monde en fait. D'ailleurs je vous fais vite fait une petite parenthèse, j'enregistre cette vidéo alors que je suis un petit peu malade. Le Covid, peut-être, je sais pas. Au moins ça marque cette vidéo dans le temps et dans un moment T. Mais voilà, je suis malade, donc si jamais j'ai la voix un petit peu bizarre, je parle un petit peu du nez, c'est pour ça. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse de la vidéo. En l'an 1 du Premier Âge naquirent les hommes en île d'Orien au moment du premier lever de soleil. Les hommes sont également des enfants d'Ilúvatar, mais à la différence des elfes, ils ont une espérance de vie très courte et au moment de leur mort, ils rejoignent un monde qui est totalement inconnu des Valar. Pour information, les elfes en Terre du Milieu finissent par regagner le Valinor, et comme vous le savez sûrement, ils sont immortels et donc ne peuvent pas mourir. Pour ceux qui ont vu les films du Seigneur des Anneaux, il y a peut-être un petit froncement de sourcil qui va s'opérer, parce que dans la bataille du gouffre de Helm qu'on peut voir dans le deuxième film Les Deux Tours, on voit en effet des elfes mourir. Sans vraiment entrer dans les détails, en fait, les elfes vivent par cycle, et après la mort, ils peuvent se réincarner et ne meurent donc jamais réellement. Peu après que les hommes commencèrent à fouler la Terre du Milieu, les nains arrivèrent également à leur tour. Alors les nains c'est un petit peu différent, c'est un petit peu à part parce que ce ne sont pas des enfants d'Ilúvatar, mais je compte faire une vidéo à ce sujet, vous commencez à connaître le refrain. Si ça vous intéresse que je vous raconte la création des nains et l'histoire de la lignée de Durin par exemple, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire que je sache si ça vous intéresse. En parallèle de l'arrivée des hommes en Terre du Milieu, les elfes Noldor venus du Valinor commencèrent à s'installer en Terre du Milieu. En l'an 102 du Premier Âge, Finrod, fils de Finarfin et neveu de Fëanor, finit de faire construire la cité elfique de Nagothrond. C'est à ce moment-là que Finrod gagna le titre de Felagund de la part des nains qui l'aidèrent à forger la cité, nom qu'il gardera. En l'an 112, l'elfe Turgon, un autre neveu de Fëanor et fils de Fingolfin, finit d'édifier la cité elfique de Gondolin à un emplacement que le dieu Ulmo lui avait indiqué, situé dans une vallée cachée de tout regard avec le Vala comme protecteur. En parallèle de la construction des cités elfiques, Morgoth, qui ne connaissait pas réellement la puissance des elfes, se décida à envoyer des orques en Beleriand pour les tester. Les forces des Noldor, composées de Fingolfin et Medros, fils de Fëanor, qui avaient depuis été libérés, étaient cependant écrasantes. Cela eut cependant pour conséquence d'inquiéter davantage les elfes qui renforcèrent leur position et commencèrent le siège de la cité d'Angband en l'an 60 du Premier Âge. En l'an 310, les hommes, appelés aussi Édain, traversèrent les montagnes bleues et arrivèrent en Osirian, à l'est du Beleriand. Ces hommes sont composés de 3 maisons, la maison de Béor, la maison de Marash, aussi appelée la maison de Hador, et enfin les Aladins. En l'an 441 naquit Hurin, descendant de la lignée de Hador, ainsi que suivi de près par son frère en 444, Huor. Tous deux étaient destinés à accomplir de très grandes choses. En l'an 455 prend fin le siège d'Angband avec la bataille de Dagor Bragollach, la bataille de la flamme subite. Durant une nuit d'hiver, la lame surgit de la forteresse avec de nombreux balrogs et orques menés par le dragon Glorung. L'attaque fut soudaine et de nombreux elfes et hommes de la maison de Béor furent tués, ainsi que le passage vers le Beleriand ouvert.
En l'an 456, Fingolfin, le haut roi des Noldor, désespéré de la tournure des événements, s'élança en combat singulier face à Morgoth qu'il perdit, au péril de sa vie. Son fils, Fingon, devint alors le haut roi des Noldor à la suite de son père. Ador, le chef de l'une des maisons des rois, fut tué également dans les affrontements, et c'est son fils Galdor qui prendra sa suite. En l'an 462 mourut Galdor et Hurin devint roi à l'âge de 21 ans. 2 ans plus tard, son fils Turin naquit. La même année, Beren, le fils de Barahir et descendant de la maison de Béor, rencontra l'elfe Lucienne, la fille du roi Thingol. Tous deux tombèrent follement amoureux et furent le premier couple homme et elfe en Terre du Milieu. Ensemble, Beren et Lucienne réussirent à récupérer l'un des Silmarils sur la couronne de Morgoth. Cependant, sur le chemin du retour, le loup Karcharoth arracha la main de Beren qui tenait le Silmaril. Plus tard, Beren réussit cependant à récupérer le Silmaril au péril de sa vie. À nouveau, cette histoire, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que ce serait rentrer trop dans les détails, et l'histoire de Beren et Lucienne est extrêmement compliquée et on en entend parler même dans l'histoire du Silmarillion. Pour vous donner un petit peu une idée, l'histoire est tellement importante pour Tolkien que le nom de Lucienne et Beren ont été gravés sur sa tombe ainsi que sur celle de sa femme. Who is she? This woman you sing of? 'Tis the lay of Luthien, the elf maiden who gave her love to Beren, a mortal. What happened to her? She died. Get some sleep, Frodo. En l'an 469 se répandit le souffle maléfique venu d'Angband, annonciateur de malheur qui rendit malade ou tua une grande partie des hommes en Terre du Milieu. En l'an 472 connaît la naissance de Tuor, fils de Huor, l'ancêtre humain d'Elrond mais aussi un ancêtre très lointain d'Aragorn. Cette année est également celle qui marque l'une des plus grandes défaites des peuples libres durant la bataille de Nirnae Arnondiad, la bataille des larmes innombrables. En effet, Médros, fils de Féanor, avait créé l'alliance de Médros, composée de nains, d'hommes, d'elfes, ainsi que de tous les hommes de la maison d'Hurin. Thingol, le roi du Beleriand, avait refusé de leur prêter main forte de par le comportement des Féanoriens qu'ils ne pouvaient tolérer. Enfin, Turgon, le roi de la cité de Gondolin, avait complètement vidé la ville pour prêter main forte à l'alliance. Cependant, la désorganisation de la bataille et des troupes entraîna les elfes et les hommes à leur perte. La grande majorité de leurs effectifs furent décimés par les orques, les balrogs et les dragons menés par Gothmog et Glorung. Turgon et les armées de Gondolin réussirent à s'enfuir grâce à l'aide de Hurin qui se fit capturer, et Fingon qui avait été encerclé fut tué. Turgon devint alors le roi des Noldor. Durant cette bataille, Morgoth maudira également la lignée de Hurin. En l'an 473, l'humain Turin réussit à s'enfuir du champ de bataille et se retrouva en Doliath où le roi Thingol lui offrit le haume de son grand-père Ador. Il devint également le fils adoptif du roi elfe qui était pris d'une affection toute particulière pour la lignée de Béor du fait que Beren lui avait sauvé la vie par le passé. La mère de Turin était en effet issue de cette famille. Affûté de son haume, Turin s'en alla combattre les orques aux côtés des elfes. En l'an 484, Turin finit par partir de Doliath après avoir tué accidentellement un autre elfe. Il devint hors-la-loi, accompagné de certains de ses amis, dont Gwyndor et Beleg, 2 elfes dont le dernier se fera tuer par Turin lui-même, alors qu'il pensait avoir face à lui un orc. En l'an 489, Turin finit par arriver avec son ami Gwyndor à Nagothrond. Là-bas, il se rapproche du roi Orodreth dont il devient le conseiller, roi qui avait succédé par ailleurs à Finrod après sa mort face à Sauron. Il se rapproche également de la fille du roi, Finduilas. Gwyndor, pris de jalousie, confia à la princesse la malédiction que Morgoth avait affûtée à la lignée de Turin. Celle-ci cependant ne s'en inquiéta pas davantage et ignora l'homme jaloux. En parallèle de ça, Turin remarqua les faiblesses stratégiques de la cité de Nagothrond et s'attaqua à les renforcer. En l'an 495, la cité elfique de Nagothrond est attaquée par les forces de Melkor durant la bataille de Tumalad.
Le dragon Glorung ainsi que des troupes orques sont envoyés aux portes de la cité, et la bataille est tellement violente que le roi Horodred ainsi que Gwyndor sont tués, et que la fille du roi est capturée puis tuée elle aussi à son tour. Turin se retrouva donc face au dragon qui l'ensorcela et le guida sur une mauvaise piste à la recherche de sa mère et de sa sœur que l'homme cherchait depuis plusieurs années. Suite à cette bataille, le dragon Glorung décida de s'installer dans les caves de la cité et y amassa son or. En l'an 496, Nienor, la sœur de Turin, qui avait été rendue amnésique par le dragon, rencontra son frère en Brétie où il avait été accueilli. Ils tombèrent tous deux amoureux, ignorant de par le maléfice de Glorung qu'ils étaient frères et sœurs, et se marièrent en 497. 2 ans plus tard, en l'an 499, Glorung arriva en Brétie pour trouver et tuer Turin une bonne fois pour toutes. Ce dernier l'attendait de pied ferme et combattit le dragon de toutes ses forces et sa fureur. Turin transperça le dragon de son épée qui resta coincé dans le corps du monstre qui détruisit tout sur son passage, tordu de douleur. Nienor crut son mari mort et le dragon, dans un dernier souffle, révéla à la jeune fille que son mari était en réalité son père, et quand le dragon rendit son dernier souffle, tous ses mensonges se dissipèrent et Nienor se rendit compte de la vérité. Nienor, dévastée par ce qu'elle venait d'apprendre, se jeta dans la rivière et se tua. Turin, quand il se réveilla, ne trouvant pas son épouse, finit par la chercher et à découvrir lui aussi le lien de parenté. Il se suicidera également avec son épée, ne pouvant supporter la terrible vérité. En l'an 502, le Doriath est attaqué et la cité de Ménégroth est pillée. Les nains venus pour confectionner un collier capable de tenir le Silmaril que Thingol avait trouvé, refusèrent de lui donner une fois le travail fini, et alors que Thingol tenta de récupérer son dû par la force, il fut tué par les nains. L'année d'après, le Doriath tombe pour de bon et ça devient un territoire de Morgoth. En l'an 510, chute la dernière cité elfique, la cité de Gondolin. Le roi Turgon meurt et Gil-galad devint le haut roi des Noldor. Durant le sac de la cité, l'homme Tuor, marié depuis à la fille de Turgon et ayant eu un fils, Erendil, sauve une partie des elfes de la cité par un tunnel qu'il avait creusé en prévention de tels événements. En l'an 542, alors que Morgoth réussit à étendre son pouvoir de plus en plus en Terre du Milieu, Erendil, le futur père d'Elrond, réussit à arriver en Valinor pour demander l'aide des Valar pour chasser Morgoth de la Terre du Milieu. En l'an 545, les Valar, les Maiar ainsi que les Vanyar et les Noldor restés en Valinor se préparent à l'affrontement, mais les Teleri qui se souviennent du massacre qui avait eu lieu pour leur peuple refusent de prendre part à l'affrontement, mais acceptent cependant de prêter des bateaux aux autres elfes pour aller en Terre du Milieu combattre. Les Valar, les Maiar ainsi que les elfes de Valinor arrivèrent en Terre du Milieu, et c'est ainsi que commença la guerre de la Grande Colère. À ces forces s'ajoutèrent les elfes de Finarfin et les Noldor de Terre du Milieu, ainsi que les aigles guidés par Torondor, certains hommes proches des Eldar et Erendil ainsi que son peuple. Morgoth comptait dans ses rangs des orques, des dragons ainsi que des balrogs. La bataille fut violente, mais les aigles étaient largement de taille face aux dragons, et à terme, en l'an 487, Morgoth est battu et ses troupes exterminées. En l'an 590, Morgoth est jeté aux confins du monde dont il ne pourra plus jamais revenir. En parallèle de ça, le reste de ses troupes sont exterminées, mais quelques-uns comme les Balrogs ou Sauron par exemple réussirent à échapper à la colère des Valar. Le premier Silmaril qui a pu être récupéré par Beren et Luthien se trouvait en possession de Thingol qui après sa mort le passa à son fils, Dior. Ce dernier fut tué par les fils de Fëanor, mais le joyau leur échappa à nouveau, car Elwing, la fille de Dior, réussit à s'enfuir avec et à rejoindre son époux Erendil. Elle fut à nouveau attaquée par les fils de Fëanor, mais grâce à l'intervention du Valar Ulmo, elle put s'enfuir par la mer et ainsi échapper aux fils. Plusieurs fils de Fëanor furent tués ce jour-là, et le premier Silmaril récupéré aux mains de Morgoth fut perdu à tout jamais pour les fils. Après la bataille de la Grande Colère, uniquement 2 des fils de Fëanor sont encore en vie, Madros et Meglor. Les autres ont été tués alors qu'ils cherchaient les Silmarils ou alors qu'ils faisaient des actions malhonnêtes. Après la mort de Morgoth, les Valar récupérèrent les Silmarils sur sa couronne et décidèrent de les garder. Madros cependant était encore fidèle au serment qu'avait fait son père, et bien que Meglor n'en était plus vraiment persuadé de l'utilité, il décida d'accompagner son frère pour récupérer les 2 derniers Silmarils. Ils réussirent à voler les joyaux, mais les 2 frères avaient commis trop de massacres durant leur vie, et ils n'étaient donc plus dignes de porter les Silmarils qui leur brûlèrent les mains.
Medros, pris de désespoir, se jeta dans une crevasse avec son Silmaril, et Maglor, quant à lui, jeta le sien et erra dans le monde pour conjurer son chagrin. Erendil, quant à lui, avait gardé le dernier Silmaril à bord de son bateau au moment où il devint l'étoile d'espoir des elfes en Terre du Milieu, comme peut le dire Galadriel à Frodon dans le premier épisode du Seigneur des Anneaux. Farewell, Frodo Baggins. I give you the light of Erendil, our most beloved star. May it be a light for you in dark places when all other lights go out. Les Silmarils représentaient chacun un élément, l'eau, la terre et la mer, et au terme de cette quête, ils avaient tous fini par rejoindre l'élément qui leur était associé. La fin du Premier Âge est marquée par la mort de Morgoth ainsi que la fin de la quête des Silmarils, mais elle marque également la fin de l'âge d'or des elfes avec la chute des cités de Nagothrond, Gondolin ainsi que Ménégroth. Le deuxième âge sera plus le moment de rayonnement des hommes avec leur montée en puissance avec le royaume du Numénor, mais ça évidemment on le verra dans la prochaine vidéo qui sortira dans 2 semaines. Merci à tous d'avoir regardé cette nouvelle vidéo des mythes et légendes et surtout ce nouvel épisode de cette série. J'espère que ça vous a plu. Je suis désolée, j'étais un petit peu malade aujourd'hui, mais c'est vrai que comme j'ai beaucoup de temps avant la reprise, je voulais en profiter pour tourner une vidéo, même si au moment où cette vidéo tourne, j'ai pas mal d'avance. Je voulais quand même en profiter pour faire un petit peu de montage et pas juste être dans mon lit à mourir. J'espère que ces vidéos vous plaisent parce que c'est vrai que je vois qu'elles ont un petit peu moins de public que d'habitude. J'espère quand même qu'elles vous plaisent. C'est des vidéos qui sont importantes pour vous donner un contexte pour les prochaines vidéos en fait dans le même jeu, sur l'histoire du Seigneur des Anneaux. Parce que si je vous donne pas de contexte, ça va faire comme la vidéo sur Sauron où ce sera un petit peu le bazar pour certains. Donc je préfère vous donner un petit contexte pour que ça soit un peu plus clair. Tant pis s'il y a un peu de moins de monde, j'espère que c'est quand même intéressant pour ceux qui regardent et du coup je vous dis coucou aux 70 personnes par épisode. En attendant, si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un pouce, à mettre un commentaire, à vous abonner. Je sais pas si on aura passé les 300 au moment où la vidéo sortira, j'espère. En tout cas je suis contente parce que ça augmente doucement mais ça augmente sûrement. Et surtout, n'hésitez pas à mettre en commentaire des recommandations pour les prochains mythes et légendes ou les prochains bestiaires ou alors des univers dont vous voulez que je m'intéresse. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine.